2007 et après je suis devenu responsable du trading en France à Société Générale, c'est-à-dire du desk France, tout ce qui est produits dérivés. Et ensuite quand je suis allé en Londres, j'ai été, on va dire, responsable du trading dérivé sur tout ce qui est flow vol, c'est-à-dire sur la volatilité des marchés. Ok, donc vous étiez à des postes de responsabilité. Ouais, assez élevé à la fin. Ouais. J'ai monté tout doucement la pyramide. J'étais un bon trader, on va dire, à l'ASG. Et quand je suis allé à Londres, j'ai pris des postes à responsabilité. Un bon trader, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un des meilleurs PNL sur mon périmètre. C'est-à-dire que on arrive à connaître les performances par rapport aux profits qu'on fait. Et donc, j'étais parmi les meilleurs à ce moment-là. Vous étiez celui qui engrangiez le plus de Profit, oui. De profit, ouais. D'accord. Alors, sachant que moi, je faisais un peu le métier qui était un peu ce qu'on appelle un métier de hard trader. C'est-à-dire que c'est un métier de ce qu'on appelle de flux. On achète, on vend. Ce que je dis à tout le monde, ça pourrait être du poisson. C'est pareil, sauf qu'il y a un peu de maths derrière. Donc il fallait très vite. Et c'est un mélange, on va dire, de maths et de pur trading. C'est pour ça que on va dire, c'était passionnant à l'époque. Il fallait très 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 vite. En plus, là, en l'occurrence, dans les produits dérivés, est-ce que vous pouvez nous expliquer de la façon la plus pédagogique possible ce que sont les produits dérivés? Ah bah, ça c'est une large question. Mais pour faire simple, ce qui est dur à comprendre dans le monde normal, c'est que, par exemple, si je me promène dans la rue et que une voiture me plaît pas, je peux pas dire elle me plaît pas cette voiture à ce prix-là, je la vends. Ce qui est beau dans le monde de la, pas beau, non, on va dire, ce qui est passionnant, on va dire. Ouais. Je sais pas quoi dire, mais en gros, si je vois dans la rue une voiture qui est pas belle ou un appart qui est trop cher, je peux le vendre, l'acheter avec une certaine maturité ou pas, acheter une option dessus, c'est-à-dire que je dis, bah, si elle vaut 100 aujourd'hui, je pense qu'elle va valoir 80 dans 2 ans. J'ai envie d'acheter l'option de la vendre à 90 dans 1 an. Et en fait, on peut faire toutes ces choses-là, un peu compliquées. Et c'est, en gros, acheter, pour faire simple, des assurances sur des actions. C'est ce que je faisais exactement. Ce qu'on appelle des puts, ce sont des assurances, ou des calls, c'est-à-dire des options d'achat. Mais derrière, il y a beaucoup de calculs. Et ce qu'on fait, en fait, en réalité, c'est que c'est pour ça que ça s'appelle des produits dérivés, on traite des dérivés. C'est-à-dire que si le marché dépend de tel et tel et tel et tel paramètre, eh ben, ce qu'on fait, c'est que synthétiquement, on achète ou on vend tel et tel et tel et tel paramètre, qui ne veulent rien dire dans la vie réelle. Le principal paramètre, par exemple, c'est la volatilité. Est-ce qu'on pense que le marché va bouger ou pas bouger? Et on fait notre argent sur ça. Et derrière, il y a des vrais clients où, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les fonds spéculatifs, les fonds de retraite, etc., qui ont, eux, peut-être plus une réalité physique à couvrir ou à jouer. Mais nous, derrière, ça reste que des maths. Vous gagnez de l'argent sur du virtuel pur. On peut dire du virtuel. Des anticipations, des potentialités. Voilà, derrière, il y a des vraies entreprises, il y a des vrais investisseurs, ça peut être des fonds de retraite, des fonds spéculatifs, etc. Mais nous, en tant que tels, on retravaille le produit pour que ça soit juste des dérivés mathématiques, c'est-à-dire qu'on traite juste des paramètres. Et on a ce qu'on appelle une sensibilité à chaque paramètre. Si un paramètre monte, on fait de l'argent. Si celui-là baisse, on en perd, etc. Mais faire de l'argent, justement, comment on peut faire de l'argent sur des paramètres mathématiques? Parce que derrière, c'est la complexité de la finance, en fait. La finance, au départ, c'était j'achète ou je vends du crédit avec intérêt. Et petit à petit, au fil du temps, ça s'est complexifié. Et on va dire dans les années 70-80, il y a une grande école française de tout ce qui est produits dérivés. Et donc il y a énormément d'ingénieurs français qui sont allés vers ces produits dérivés et vers ce marché-là et qui sont devenus quasiment les numéros 1 dans le monde jusqu'à, on va dire, les années 2010. Et j'étais dans la banque qui a été la banque phare dans ces produits dérivés, qui est la Société Générale. Donc on a énormément de polytechniciens, de mines Paris, etc., d'ingénieurs qui viennent et de docteurs en mathématiques qui ont justement mis en place tous ces produits-là qui sont apparus et qui sont
et qui sont accélérées, c'est-à-dire leur utilisation à la fin milieu des années 70, quand il y a eu la fin des accords de Bretton Woods. En fait, quand le dollar n'était plus adossé à l'or, les devises ont commencé à fluctuer entre elles, et aussi les matières premières. Donc les gens, au départ, avaient vraiment besoin de se couvrir pour tout ce qui est commerce international. Mais ça a ouvert un peu la boîte de Pandore à de plus en plus de produits dérivés qui sont allés vers les actions. Et donc la Société Générale, qui est allée dans ce domaine-là à la fin des années 80, début des années 90, qui a été pionnière, a fait énormément d'argent dans ce domaine-là. Elle a été suivie de près après par BNP, Crédit Lyonnais, etc., toutes les autres banques. Et ça s'est complexifié de plus en plus. Et à la fin, c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on traite des choses qui sont complètement déconnectées du monde. Par exemple, l'indice le plus traité dans le monde, c'est le VIX. Et le VIX, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'indice de la peur. C'est pas un indice qui repose sur des sociétés réelles qui traitent en bourse. C'est un indice qui repose sur la volatilité de l'indice américain, qui est le S&P. C'est-à-dire que constamment, les gens vont jouer, est-ce que le marché va bouger ou pas bouger? Voilà, c'est ça. Et si on fait la bonne anticipation, on gagne de l'argent? Ah oui, ben là, au moment du Covid, il y a un trader, par exemple, qui a fait quasiment 2,5 milliards. Ouais. De quoi? De dollars? Ouais, de dollars. Parce qu'il a anticipé que les marchés allaient bouger énormément. Alors on ne sait pas, est-ce qu'il couvrait son fonds spéculatif ou c'était vraiment des positions à lui seul, mais lui en tout cas a fait 2,5 milliards. Alors ce qu'on appelle tout ce qui est trader tail risk, c'est-à-dire qu'il joue vraiment, Nassim Taleb je crois aussi, il est spécialiste dans ça, c'est des gens qui jouent vachement les mouvements excessifs dans les périodes de stress et de risque. Et c'est ce qui s'est passé en mars, il y a énormément de gens qui ont fait de l'argent là-dessus. Alors il y a des gens qui ont fait de l'argent et des gens qui ont perdu. Voilà, il y a des gens qui ont perdu, et dans ces gens qui ont perdu, et elles étaient très très mal à ce moment-là, il y a eu les banques, et les banques commerciales. Elles ont eu de la chance, parce que ça fait à peu près, aux US, ça fait à peu près 10 ans, et en Europe, ça fait depuis 2015 officiellement, mais ça a commencé avant. À chaque fois que ça se passe mal et que l'économie va mal, en fait, il y a les banques centrales qui interviennent et qui calment les marchés et qui font en sorte que les banques peuvent, d'une certaine façon, si on est mauvaise langue, on dit éponger leur perte, pardon. Et si on veut être plus sympa, on va dire, ça les aide à ne pas perdre de l'argent parce que les marchés remontent, les risques retombent et donc ça leur permet de survivre. Mais là, en l'occurrence, on est dans une situation particulière parce que le risque est incertain aujourd'hui avec le Covid. Il l'était avant, en fait, et c'est ça qui est incroyable, c'est que la finance, tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, ça repose sur des modèles. Alors les modèles essayent un peu de modéliser, ça c'est le mot, le risque futur, mais c'est des modèles imparfaits. Et ce que voient très mal les modèles, c'est justement les situations de mouvements brutaux. C'est-à-dire que ça, quelque chose qui est imprévu, qui est quasiment de l'ordre de ce qu'on va dire de la rupture, ce qui est le cas avec le Covid, ça, les modèles n'arrivent pas très bien à le voir. Et ça peut faire des mouvements qui s'accélèrent et qui se génèrent les uns les autres. C'est pour ça qu'on est dans une cycle de baisse. On a vécu ça en mars avec les stocks qui perdaient le CAC qui a touché 3500 alors qu'il venait de 6000 au mois de janvier. Ça crée une baisse des marchés, une peur, une panique. Et si les banques centrales n'interviennent pas, c'est l'effondrement de la finance. Et donc, d'une certaine façon, le fait que le système financier soit très très gros, c'est en même temps son assurance vie. C'est-à-dire qu'il est tellement gros que si lui il tombe, on tombe tous. Parce qu'on repose tous sur lui. C'est-à-dire l'économie réelle repose sur lui. Et donc, les banques centrales et les politiques qui n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent être réélus ou qui ont peur de se retrouver à la Concorde, là, et eux, ils sont obligés d'agir et de dire aux banques centrales, oui, feu vert. Vous pouvez imprimer autant que vous voulez, racheter, en fait c'est un peu technique, mais ils injectent la monnaie dans les marchés financiers en soi-disant
rachetant des dettes de multinationales et des dettes publiques. C'est-à-dire, ils rachètent la dette à des détenteurs privés. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est d'une certaine manière, ils le savent, limiter le risque. C'est-à-dire qu'ils savent que l'argent qui va être créé va être utilisé derrière pour éteindre l'incendie. Donc en gros, on a des gens qui font de la spéculation de très haut niveau et qui gagnent des milliards grâce à ça. Quand ça se passe bien. Et qui savent que de toute façon, ils seront sauvés si ça se passe pas bien. Oui, ils sont obligatoirement, c'est comme ça depuis 2008. C'est-à-dire que le système financier a voulu dire, attendez, en 2008, ils se sont dit, si il y a une immunité à chaque fois, le risque n'existe plus et le capitalisme tombe. Parce que le capitalisme justifie le profit grâce justement au risque. Ouais. Il n'y a plus de risque. Parce qu'ils ont voulu faire tomber une banque, Lehman Brothers, et on a vu que c'était le cataclysme. Et donc ils ont appris, ils ont dit, bon, on va plus faire ça. À chaque fois qu'il y a une crise, à peine le marché baisse, c'est fini. Les banques interviennent et elles jouent les pompiers. C'est-à-dire qu'elles s'impriment de l'argent, elles l'injectent dans les marchés financiers. Et ça, c'est un peu technique, si tu veux, on pourra l'expliquer plus tard. Mais d'une certaine façon, ça agit vraiment comme un réducteur de risque partout. Comment on appelle ça ? Ça se répercute. Voilà, il y a une répercussion et comme une vague qui part des marchés obligataires, marché de la dette, et qui petit à petit, va jusqu'aux actions et jusqu'au marché de dérivés, etc. Et cet argent qui est créé par les banques centrales, il sort d'où ? Un ordinateur. C'est juste un coup d'index sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'eux ils ont des bilans, et avec une taille de bilan qui est décidée. Et après, s'il faut augmenter le bilan, on va toucher à une touche. Ils vont dire, ils ont commencé on ne dépasse pas les 800 milliards. Puis ils sont passés à 1000 milliards, 1200, 2000. Après, avant la crise du Covid, on était déjà à 4005. C'était fou à l'époque. Parce que c'était assez stable, la monnaie centrale. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de créer de la monnaie. Soit c'est la banque centrale, soit c'est les banques commerciales. Les banques centrales étaient dans ce qu'on appelle la légende des marchés libres. C'est-à-dire que le marché est efficient. Il sait injecter et créer l'argent là où il le faut. Et ça, c'était plutôt le crédit commercial. Mais ça s'avérait être une fable en 2008 parce qu'ils ont créé tellement d'argent qu'ils ont prêté à des gens, ça a commencé aux US, mais ça s'est répandu en Europe, qu'ils ont prêté à des gens pour acheter de l'immobilier, etc. Et que quand il y a commencé à avoir panique sur l'immobilier, alors c'est très fort aux US et un peu en Europe, ils se sont dit, mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on a comme stock d'immobilier, si l'immobilier baisse, c'est tout le système bancaire qui s'effondre. Donc là, ils ont sauvé à ce moment-là le système bancaire en sauvant justement, en injectant de la monnaie, des liquidités, etc., pour que les banques survivent et justement qu'elles puissent redonner des crédits et que les gens continuent à se rendetter sur 20 à 25 ans pour maintenir l'immobilier. Parce que si l'immobilier baisse, tout le monde se casse la gueule. Et derrière, ce qu'elles ont fait aussi, pour plus que les marchés soient volatiles et que la Grèce emprunte à 25%, le Portugal à 10-12%, etc., ce qu'ils ont fait, ils ont injecté de la monnaie centrale, de la banque centrale, directement dans les marchés financiers. C'est le marché de la dette. C'est le marché de l'occasion de la dette. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? La banque centrale, elle appuie sur un bouton, elle dit, on va imprimer. Et elle va dire à chaque banque centrale, selon son poids dans la BCE, allez-y, occupez-vous de votre État et de vos multinationales, depuis le 2017, ça pour les multinationales, et depuis 2015 pour les États, allez-y, achetez de la dette, injectez de la monnaie. Et une fois que ceux qui vendent leur dette se retrouvent, je vais dire vulgairement, avec de la fraîche, parce que c'est exactement ça. Pour moi, c'est quasiment un business qui ressemble à celui des dealers. Ils se retrouvent avec la fraîche, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne veulent plus l'investir dans le marché de la dette parce que les taux d'intérêt ne valent plus rien à cause de la Banque centrale, du fait de son action. Et ils vont vers les marchés actions. Ils se disent, moi, l'État français va me donner du négatif, je vais en faire quoi ? Ou l'Allemagne va me donner du 0,8 sur 10 ans, ça ne me rapporte rien. Par contre, tel stock paye encore 2 à 3% de dividendes par an. Donc je préfère aller investir là-bas. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait monter le prix des actions. Et les plus malins, c'est ceux qui étaient mes clients, en fait. Eux, ils disaient, mais c'est tout ça, là, 2-3%, non, ça ne m'intéresse pas, je veux faire du 10%, du 8-10%. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent ce qu'on appelle les assurances dont on a parlé au début, que je n'ai pas très bien expliqué, mais en gros, ils vendent de la volatilité ou des produits dérivés très compliqués, un peu complexes, parce qu'on est les rois de la complexité, et surtout
les banques françaises, même si maintenant toutes les banques américaines et anglaises sont mises à niveau et nous ont même dépassé, ils vendent ce qu'on appelle du carry, c'est-à-dire de la volatilité. Et c'est quoi la volatilité? Est-ce que le marché va bouger ou pas? Eux, ils font le pari que le marché ne bougera pas. Et ça leur apporte de l'argent. Que le marché bougera pas. Ça, c'est en général. Pourquoi? Parce qu'ils ont des actions. Et face à ces actions, ils veulent toucher les dividendes, mais en plus, parce qu'ils savent qu'il y a la banque centrale derrière, ils vendent de la volatilité. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien, à chaque fois, ils touchent un peu, ils touchent un peu, ils touchent un peu. Et s'il se passe quelque chose, il y a la banque centrale qui va agir. Donc, ils vont avoir peur pendant une semaine ou deux, mais ça reviendra. Donc c'est un casino qui assure les pertes, qui paye quand on perd. Alors, c'est ce que j'essaye d'expliquer sur mon Twitter, parce que nous, on est habitués à ça. Moi, je ne fais pas de différence entre l'argent et le risque. Et ça, c'est très compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Et c'est sur ça que joue la finance. L'État, bien sûr, il doit comprendre. Je ne sais pas si tu es ministre de l'économie, je sais qu'il ne sait pas c'est quoi un hectare, le gars, mais je pense qu'il a des gars un peu smart qui lui expliquent ce qui se passe. Je parle de Bruno Le Maire. En réalité, par exemple, on va prendre le cas de Renault. L'État, il est actionnaire de Renault, il veut sauver les emplois, il veut sauver l'industrie, c'est très très bien. Mais qu'est-ce qui se passait avant, en fait, quand une boîte allait mal? C'était les actionnaires. C'est ce qu'on a tous appris à l'école. Je n'ai pas fait beaucoup d'économie à l'école, mais le peu que j'ai fait, j'ai appris ça. C'est-à-dire que, par contre, je l'ai vécu après pour de vrai. Et 2008, 2007, tout le temps. Quand une boîte va mal, elle fait ce qu'on appelle une augmentation de capital. C'est-à-dire qu'elle dit aux actionnaires, les gars, je vous ai payé des dividendes quand tout se passait bien. Maintenant, ça se passe mal pour moi. S'il vous plaît, venez m'aider. De toute façon, c'est votre boîte, c'est pas la mienne. La boîte, elle n'existe pas. Et les gens qui gèrent la boîte, ils gèrent juste la boîte qui appartient aux actionnaires. Donc les gens apportaient de l'argent. Et pour les inciter à apporter cet argent, ils faisaient en sorte que le cours des nouvelles actions était très très bas. C'est-à-dire que s'ils n'apportent pas, ils se font diluer, ils perdent une certaine somme. Donc ça les poussait à être vraiment à soit eux investir les actionnaires, ou soit trouver quelqu'un qui investira à leur place. Donc ça, c'est ce qui se passait avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va prendre le cas de Renault. Donc quand tout se passe bien, ils ont touché des dividendes de malade, le stock est monté, etc. Donc tout se passait bien, ils faisaient quasiment du 5-6% par an, alors qu'ils empruntent l'argent à du 1%, voire du 0%. Sans parler de l'effet de levier. C'est-à-dire l'effet de levier, c'est pour multiplier encore tout ça, tous ces effets-là. Là, c'est l'État qui est arrivé, il a dit, je vais garantir le prêt. Pour moi, ma part à moi, mais aussi pour les actionnaires. C'est-à-dire, il est arrivé, on va prêter 5 milliards à Renault, et au lieu qu'elle aille emprunter dans le marché, au prix du marché, à cette époque, quand ils l'ont fait il y a à peu près 6 mois, Renault devait emprunter à 5%, grâce à l'État, qui garantit le prêt, il y a des calculs qui sont faits, etc. Et comme l'État emprunte à des taux négatifs, Renault a emprunté à des taux très 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 bas. Parce que l'État était derrière pour garantir le prêt. Et là, nous, on dit, c'est super. Ils n'ont pas gavé les gens qui ont prêté l'argent, etc. Mais en réalité, c'est nous qui avons gavé les actionnaires. Parce que s'il se passe quelque chose sur Renault, c'est nos impôts qui vont devoir les payer. Ou sinon, on va devoir réduire les services publics. Ou on va devoir faire de l'austérité, geler le salaire des fonctionnaires. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre, en fait. C'est que constamment, l'État joue avec le risque. Et il se dit, il va rien se passer, il va rien se passer, il va rien se passer. Mais le jour où il va se passer quelque chose, ils vont faire comme avec le Covid. Ah, mais c'est faux, t'as pas de chance. Personne n'avait vu le Covid venir. Mais quand on discute avec des gens qui sont dans la finance, beaucoup de gens, beaucoup ont vu la crise de février arriver. En fait, le Covid, c'est juste une aiguille. Il y avait la bulle de la dette, elle était déjà là. La bulle des marchés était déjà là. La bulle des dérivés était déjà là. Ce qui s'est passé, c'est que le Covid est arrivé comme une aiguille qui a fait péter la bulle. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le pompier. Je l'appelle Maman BCE, moi. Maman BCE qui est arrivée, la Fed, etc. Et ils sont très très forts parce qu'ils jouent sur la peur des gens. Les gens qui allaient perdre leurs emplois, qui n'allaient pas payer leur retraite de crédit, que ce soit pour les loyers ou pour les petits commerçants. Vous inquiétez pas, l'État va tout garantir, etc.
Mais derrière toute cette injection, il y a une petite partie qui sert à l'État, pas une petite, hein, une bonne partie qui sert à l'État, etc., et à garantir les prêts, et l'autre partie, ça sert à réduire les risques, à faire remonter les actions, etc. Et ce qui est hallucinant, c'est que maintenant, le CAC est quasiment sur les niveaux de pré-crise, le S&P, il est 10% au-dessus. C'est-à-dire que l'argent qui a été injecté a été vraiment injecté comme des gorées, parce que derrière, il y avait la peur des gens. Et ça leur a donné vraiment un feu vert pour y aller. Et pour dire, c'est le quoi qu'il en coûte de Draghi, ça c'était l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui a été repris par Macron en 2020. Draghi l'a dit en 2014-2015, et Macron l'a repris en 2020. Quoi qu'il en coûte, en fait, il en coûtera à nous tous, à la fin. Comment on peut faire le lien justement entre ce que, par exemple, moi je paye en tant que citoyen qui paye des impôts, et ces banques centrales européennes et américaines, etc., qui font marcher la planche à billets virtuelle. C'est super dur le lien. Il est super dur. J'entends pas beaucoup de gens le dire, hein. Moi, et je le dis depuis 3 ans, il est super dur le lien à faire entre les deux. Et c'est passionnant. Oui, il est passionnant. Le lien, il est passionnant, il est super dur à trouver. Alors, le lien qui est entre les deux, déjà, il faut pas croire à l'argent magique. Et quand Macron dit il n'y a pas d'argent magique, en même temps, j'ai envie de lui dire, t'es un menteur. Il existe que pour la finance. Mais l'argent magique existe pour la finance, mais en réalité, il n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas créer de l'argent et de la monnaie sans qu'il y ait une création de richesse derrière. Mais la croissance est atone, tout est un peu mort en ce moment. Et donc, quand on crée de l'argent, il y a quelqu'un qui perd. On tire sur la masse, en gros. On crée de l'argent alors qu'il n'y a pas de richesse créée en face. Mais où va cet argent-là? Alors, quand on regarde, c'est pour ça, moi, je suis quasiment un gilet jaune. Quand on voit, ma fille, elle se moque de moi, elle dit, tu peux pas être gilet jaune, tu roules en MG. Je dis, non, je suis gilet jaune. Donc, quand les fonctionnaires en gèlent leur salaire, il est là le lien. Parce que quand on crée de la monnaie d'un côté qui appartient et qui va dans les marchés financiers, qui sert à gonfler le patrimoine de ses possédants, il y a quelqu'un qui va perdre. Et c'est marrant, c'est à plein d'endroits. On va commencer tout doucement. Quand il y a de l'argent qui est créé, il faut on peut faire de l'austérité. C'est-à-dire qu'il faut rendre la monnaie rare, il faut la détruire. Normalement, dans une économie normale, que je n'accepte pas moi personnellement, mais qui est fondée sur le crédit, on détruit la monnaie quand on rembourse. C'est vrai. Mais ils n'ont pas réussi à rembourser en 2008. Nous, on rembourse. Le gars qui ne paye pas son crédit immobilier, je pense qu'en 6 mois, il est dehors. On est tous là, on a peur. Bien sûr. Peur de pas. Mais eux, non. Eux, ils n'arrivaient pas à rembourser en 2008, en 2010. Personne n'y arrivait. Même les États, à un moment, qui ont sauvé la finance, ils se sont retrouvés attaqués par la finance. Ce qu'on appelle la crise de la dette souveraine. Et à un moment, même les États, ils suffoquaient. La Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande. C'est-à-dire qu'ils ont été attaqués par ceux-là même qu'on a sauvés. Attaqués, c'est-à-dire ? En fait, ils attaquent leur dette. C'est-à-dire que tous les États, en gros, ont sauvé leur banque, ont sauvé la finance, parce qu'elle allait s'effondrer. Mais eux, ils savent qu'ils ont été aidés. Ils spéculent contre leur État, ouais. Contre les États. Des États qui les ont aidés. Ouais. C'est pour et ça ils que font de l'argent sur... Beaucoup. C'est pour ça que moi, j'étais dégoûté à ce moment-là. Très dégoûté. Ah ouais. Ouais, moi c'était là je comprends. Avant je t'ai dit, moi je me foutais, hein, j'étais un petit trader, je voulais, je faisais pour moi c'était des maths, etc. Je faisais pas trop la connexion avec la vraie vie, tu vois. Ouais, c'était des maths, j'avais des clients, j'achetais, je vendais, etc. Mais après quand je commençais à dire un peu mûrir et comprendre un peu ce qui se passe et prendre de la hauteur, là je commençais à me poser vraiment des questions de morale, mais j'étais peut-être le seul. Hein. Personne. Tu sais, des fois, tu es dans un repas et tu demandes, mais est-ce que Dieu existe? T'es le mec le plus relou du repas. Là, tu dis à des gens, mais est-ce que ce qu'on fait est bien? À quoi ça sert? Voilà, tu leur mets le cafard, les gars. Là, ils changent tout de suite de sujet. Parce qu'ils se posent même pas la question. Alors, ils te diront toujours ce que j'entends à la télé. Des fois, j'ai envie de rentrer dedans, la télé. Tous ces économistes, là, qui sont du sérail, qui te disent... Mais non, c'est la liquidité, c'est le marché, l'efficience des marchés, la main du marché, etc. Quasiment un discours religieux, tu vois, pour que tu y crois. Mais on n'y croit pas, moi j'y crois pas.
Parce que j'ai vu de mes propres yeux, ceux qu'on a sauvés, ils sont... Et d'ailleurs, les hedge funds allaient tous s'effondrer, etc. À ce moment-là, il y en a qui faisaient de l'oseille, mais énormément qui perdaient de l'argent. Et quand on est venu sauver la finance, les banques, les multinationales, etc., quand tout allait repartir, ils ont attaqué les États. Parce que si les États sont énormément endettés pour aider toutes les banques et les multinationales, etc., comme Renault à l'époque, Peugeot, même si les banques ont remboursé rapidement, en gros, ce qui s'est passé, et c'est l'idée que je donne, c'est qu'on a eu un trou dans le PIB. C'est-à-dire que les banques, c'est comme s'ils nous avaient détruit le magasin France. OK. Et on a mis peut-être 5-6 ans à le reconstruire. On a un manque de chiffre d'affaires, qui sont les impôts qu'on aurait pu lever ou le commerce qu'on aurait pu faire. Mais eux, ils disent, moi, je t'ai remboursé pour faire tes travaux. Ah, mais tu m'as remboursé vite fait, c'est vrai. Mais moi, j'ai eu un trou dans mon économie. Et c'est un trou à peu près entre 6 et 700 milliards. Et les banques, les États sont mis à s'endetter. Et les gens, en fait, à un moment, ont des limites de risque. Ils ne peuvent pas prêter à un État jusqu'à l'infini si la monnaie commence à manquer. Donc ce qui s'est passé, les taux d'intérêt des États sont montés, surtout ceux des pays périphériques. Alors c'est les pays du Sud, tout ce qui est Portugal, Espagne, Italie, ont commencé à souffrir, eux, à avoir des taux qui sont montés à 6, 7, 8%. La Grèce était même à 2 chiffres, c'est monté même au plus haut à 20%, 20-25%. Et à ce moment-là, il a fallu agir. Et donc au niveau de la France, on l'a vécu un peu plus facilement que les Grecs. Mais par exemple, tout ce qui est gel des salaires des fonctionnaires, tout ce qui est austérité, augmentation des taxes, perte du pouvoir d'achat, tout ça, c'est lié. C'est lié à ces politiques d'austérité. Et c'est ce qui a fait sortir les Gilets jaunes. En fait, c'est drôle parce que on parle beaucoup de complotisme, populisme, etc. Moi, franchement, j'ai appris à être humble. Parce que les mecs, ils peuvent ne rien comprendre à tout ce que je raconte, mais au moins ils sentent ce qui se passe. Ils savent... ils sont sortis parce qu'on a augmenté la taxe d'essence de 5 centimes, mais c'est pas vrai. Ça, je pense, c'est la goutte d'eau. C'est que les gens, ils ressentent, en fait. Tu sais, ce qui se passe dans la finance, c'est à peu près ce qui se passe avec le Covid. On sait que la gestion du Covid n'est pas parfaite. On sait qu'ils ont fait énormément d'erreurs et à chaque fois, ils masquent leurs erreurs. On dit, on a fait des erreurs, on est nul, on comprend rien. Mais comme vous, on va essayer de comprendre et de nous adapter à chaque fois. Non. C'est eux savent tout et nous, on sait rien. Et nous, on est des complotistes. Dans la finance, c'est pareil. Moi, je suis de l'intérieur, je comprends les mécanismes, mais je suis étonné que des gens arrivent à se plaindre du système et quasiment au bon moment, en fait. Et Gilets jaunes, c'est un peu l'expression de tout ce que je raconte là. Parce que eux, ils l'ont vécu concrètement, tout ce que je raconte. Ils ont vraiment vu que petit à petit, la vie devenait un peu plus dure, quoi. C'est-à-dire que on doit donner plus de notre temps à payer des taxes et des impôts. Et il y a un petit ras-le-bol. Et tout ça pour avoir moins de services publics. Et à quoi ça sert tout ça, en fait? Ça sert à créer de la rareté de la monnaie. Et à cause de qui c'est arrivé? À cause de la finance. Et quand tu vois au même moment, les bonus qu'il y avait dans la finance, ils ont été un petit peu moins bien que 2008. Mais c'était des baisses de 5-10%. Moi, je l'ai dit officiellement combien je touche. Tu vois, je touche beaucoup d'argent. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire là, mais... Si, pour qu'on se fasse une idée. Beaucoup. Mais jusqu'en 2016, on va dire au-dessus de 100 000 euros par mois. Par mois? Ouais. Encore maintenant, là? Non, là j'ai arrêté, ça fait depuis 2016. Mais moi je suis un peu un cas spécial. Hein. C'est que j'ai été un peu, on va dire, orthogonal à tout le monde. Ce que ça s'appelle orthogonal, c'est-à-dire je suivais pas le troupeau. J'étais le mouton noir et c'est un peu ce qu'ils aimaient aussi. Quelqu'un qui réfléchit pas dans la matrice, quoi, avec tout le monde. Et en même temps, ça m'a permis aussi de gagner beaucoup d'argent. Alors, donc un trader peut gagner 100 000, voire plus, par mois? Pas tout le monde. Hein. Je pense que, on va dire... Là, il y a des chiffres officiels. Il y a une banque française, même 2 banques françaises, les 2 plus grosses, ont donné des chiffres pour 2019. À peu près, la plus grande banque française, pour 1400 employés, a payé quasiment 950 millions d'euros. C'est-à-dire quasiment, en moyenne, 600-700 000 euros par personne. C'est-à-dire 60 000 euros par mois.
Ok. pour 1400 personnes. Pour leur pool de traders. Voilà. Et après ça n'inclut pas tous les frais, c'est-à-dire pour ceux qui sont vendeurs, les restos, avec leurs clients, dans les restos 3 étoiles, etc. Tous les frais, tout. C'est-à-dire tout le confort qu'il y a derrière. Et votre boulot, c'était de faire gagner de l'argent à vos clients qui étaient eux-mêmes clients de votre banque. Exactement, ouais. Alors nous, alors les banquiers, un peu comme ce que je faisais dans la finance, on va dire, c'est la D1. C'est pas la Champions League. La Champions League, on va dire, c'est vraiment les fonds spéculatifs. Et eux, ça peut aller, par exemple, aux US, ça peut aller jusqu'à 1600 millions par an de dollars. Comment ça? Il y en a un, il a gagné, je crois que c'est en 2018, 1,6 milliard de dollars sur l'année. Mais non. Vous aimez cette vidéo? Sachez que sa production ne dépend que de vous. Cliquez sur le lien qui apparaît maintenant en haut de l'écran pour rejoindre les contributeurs du Média pour tous qui rendent possible la production de cette information totalement indépendante. Je compte sur chacun de vous. Et BlackRock d'ailleurs dans tout ça? Alors, ils sont BlackRock décriés. Enfin, c'est un peu l'archétype de l'instance financière des fonds vautours, etc. En fait, alors je sais que les Gilets jaunes parlent souvent, par exemple, de la loi 73. Oui. BlackRock, ça me rappelle un peu la même chose. BlackRock, il est dans la matrice, c'est un gros gars, mais c'est tellement vaste, il y a tellement de gens. C'est-à-dire que si on focalise sur lui, c'est bien, mais il n'y a pas que lui, il y a tout le monde. C'est que la finance, en fait, c'est ce que je dis. Moi, je tape sur la finance et 2 secondes après, je vais manger avec mes potes qui sont toujours dans la finance, parce que j'habite dans un quartier où il y a que des Français et ils sont tous dans la finance. C'est mes anciens collègues. Mais ils sont tous sympas, en fait, un peu, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, donc tu les prends personnellement, j'irais leur dire, ah, t'as été trop fort, là. Hein. Quand, tu vois, des fois, ils lisent ce que j'écris. Mais en fait, je me dis, mais c'est qui est responsable? En fait, la responsabilité est diluée. Mais je pense qu'il y en a qui sont plus responsables que d'autres. Qui? Déjà, plus tu montes dans le grade, dans les grades et dans l'échelle. Moi, j'ai pas pu tenir, par exemple. Je suis monté à un niveau, je savais que c'était ma fin. Pourquoi? Parce que je suis monté d'un niveau où j'étais responsable d'une petite équipe à un niveau où on m'a dit, tu vas un peu participer à ce qu'on appelle le board de la salle de marché, et donc le comité. Et donc, je recevais des emails avec tout ce qui gagnait les autres et comment et pourquoi. Et il y a des choses qui m'ont dérangé. Tu vois, parce que moi, je connaissais mon activité que je trouve à peu près propre. Tu vois, à peu près. Il y a d'autres activités que je trouve moins propres, tu vois. Genre vous spéculiez sur quoi? Non, nous, on spécule pas vraiment, en fait. Nous, moi, je suis ce qu'on appelle un desk de flow. C'est du flux, c'est-à-dire qu'on a des clients. C'est eux les spéculateurs. Tu peux dire, si tu veux aller loin, qu'on fait du recel de spéculation. Voilà. C'est-à-dire que nous, on aide, au nom de la banque, on aide d'autres gens qui spéculent ou pas, on n'en sait rien. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils couvrent des positions qu'ils ont ou est-ce qu'ils sont plutôt agressifs et ils font des paris. Et en fait, on va dire, c'est moite-moite, quoi. Et ce qui vous a pas plu dans ce qu'on vous demandait de faire, c'était quoi? Alors, moi, ce qui me plaît pas, moi, dans ce que je faisais, c'était trop virtuel, tu vois. C'est trop... c'est passionnant mathématiquement, mais une fois que tu as passé ce stade, tu vois, quand tu as 23, 24 ans et que tu commences à avoir 30 ans, tu commences à avoir une gamine ou deux, tu essaies d'avoir plus de conscience, mais t'es un extraterrestre, t'es tout seul. T'as même du mal à parler. Une fois, on avait des discussions, mais pourquoi tu te prends la tête, etc. Moi, quand j'ai démissionné, quand j'ai demandé à démissionner, c'était quasiment un choc, parce que je gagnais beaucoup d'argent à faire pas grand-chose, en gros. Comme je t'ai dit, j'étais le mouton noir. J'allais en basket au boulot. Je regardais ce que faisaient mes gars. J'allais boire mon café, ça durait 1 heure. Je revenais, je regardais ce qu'ils faisaient. J'avais un peu un boulot de prince, tu vois, à l'intérieur de la banque. Mais avec énormément d'expérience et de vista, tu vois. Mais je pouvais plus à la fin. J'avais beau donner ce qu'on appelle aux charités, aux organisations caritatives, etc. pour un peu... à un moment, tu bloques, tu dis non, j'arrive plus, tu supportes plus rien. Et il y en a qui font des boulots beaucoup plus graves que les miens, on va dire, dans le sens où ils spéculent, et c'est vraiment, ils font
ils peuvent faire même du mal à quelques actions, tu vois. Comme quoi, par exemple? Moi, je donne l'exemple, alors c'était il y a longtemps, ah oui, plein de fois, mais je peux pas dire les derniers, parce que la banque avec qui j'étais dernièrement, j'aurais promis, quoi, c'est pas que j'ai promis, donc il a fallu que, je peux rien dire en gros, mais un jour, j'étais devant j'avais hérité d'un énorme trade que j'avais gagné sur Alcatel. Donc, il y a quelqu'un qui se couvrait ou je sais pas ce qu'il faisait. Il spicule, lui. Ça me regarde pas à ce moment-là. Donc, moi, j'ai hérité de ce gros trade qui faisait pas mal d'argent, mais j'étais très, très gros sur Alcatel. Et en gros, j'étais tellement gros que je faisais au nom de la Société Générale pour le compte du client, mais qui, lui, il est plus... tu vois, lui, il a sa partie à lui. Maintenant, c'est à moi, Société Générale. Je suis responsable de ma partie et de ce qu'on appelle couvrir. Eh ben, par moment, tu couvres tellement fort une action que tu la fais baisser. Et moi, donc, ça, je l'ai bien couverte aujourd'hui. J'étais très content. Et là, je vois, je me rappelle plus du chiffre, mais un énorme chiffre, genre 60 000 postes en risque chez Alcatel, etc. Le stock fait que de baisser. Je me dis, mais est-ce que c'est lié, en fait, cette news, à ce que je suis en train de faire ou pas? Et ça peut être lié, parce que, tu vois, quand il y a des mouvements baissiers sur un stock qui sont accentués par des produits dérivés, d'une certaine façon, c'est un peu lié, tu vois. Et tu dis, mais est-ce que ce que je viens de faire là, qui est juste une couverture de ce que je te disais tout à l'heure d'un risque mathématique, tu vois, est-ce que c'est lié aux 60 000 ménages qui risquent de perdre leur emploi, tu vois? Et tu te poses des questions. Après, tu poses la question au gars, personne ne te répond. C'est pas ton rôle, en gros. Toi, il te sort tout le temps la même phrase. Toi, tu es apporteur de liquidité, tu es là pour être l'huile dans le moteur du système. Ah, t'entends ça, tu dis ok. Et tu passes à autre chose. Mais c'est ce que je te dis, après, de plus en plus, tu te poses des questions, en fait. Mais personne ne se les pose, ces questions. Et on a du mal à comprendre. Moi, j'ai vraiment tout bien compris le jour où j'ai eu le temps de comprendre. C'est-à-dire le jour où j'ai arrêté. Parce qu'avant, c'était que des intuitions. Et après, tu vois, là, je dis waouh. C'est toujours les mêmes mécanismes. Tu vois, Bernard Arnault, par exemple, on prend lui, on peut prendre Drahi. En fait, tous ceux qui possèdent les médias, là, les 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias, il avait son action qui végétait autour de entre 90 et 100 euros en 2015. Donc je veux bien croire que c'est le mec le plus intelligent. Mais tu vois, déjà, c'était assez mûr à l'époque 2015 LVMH. Grâce aux injections de la BCE, tout le marché est monté, mais lui encore plus que les autres. C'est-à-dire que la BCE, en plus d'acheter les dettes publiques d'État, achète la dette privée de LVMH. Donc il s'est bavané là dans une émission il n'y a pas longtemps où il a dit ah, mais je comprends pas, c'est trop facile, moi j'y croyais pas, mais tous mes collaborateurs m'ont dit t'inquiète pas, etc. L'argent est gratuit et sera gratuit. Je leur ai dit mais non, mais vous êtes sûr, etc. Mais ils ont eu raison, mais elle est incroyable la BCE, elle a tout fait bien, on a appris du passé, etc. Mais bien sûr. Et son action est passée de 100 euros à 500. Au mois de mars, tu sais, quand je te dis il y a eu le trou d'air, elle valait 240 euros son action. Elle en vaut 510 aujourd'hui. Elle a plus que doublé par rapport à mars. Si la BCE n'avait pas agi à ce moment-là, je pense que tout s'effondrait. Tu vois, on n'est pas pour l'effondrement. Hein. Je sais, moi, il y en a qui me suivent et qui sont pour l'effondrement. Moi, je suis pas pour l'effondrement. Mais il faut pas non plus être pour l'iniquité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour voir la richesse de Arnaud de passer de 40 milliards à 100 milliards, tu vois. C'est pas normal ça non plus. Alors que entre-temps on a eu les gilets jaunes, on a eu toutes les manifestations de l'hôpital public, des fonctionnaires, des pompiers, des gens de l'école, etc. Les gens galèrent et il y en a d'autres qui arrivent à doubler, tripler leur richesse. Ça c'est pas normal non plus. Et en fait c'est quoi ça? C'est complètement lié à l'effet cantillon, c'est-à-dire les milliardaires qui voient leur actif, leur richesse, leur patrimoine gonfler comme ils m'ont gonflé, aller au ciel. Ça pose un problème. Pourquoi? Pas le fait qu'ils soient riches, parce qu'à la fin, c'est pas important, c'est qu'un chiffre. Et un chiffre qui est placé dans quelques ordinateurs, disséminé dans quelques ordinateurs. C'est pas très important. Et c'est pas grave. Il veut s'acheter des yachts, il s'achète ce qu'il veut, on s'en fout de ça. Ce qui est très grave, c'est qu'il commence à avoir un pouvoir médiatique,
d'acheter des médias et un pouvoir politique, de pouvoir placer ou de parrainer, ou ça peut se faire sur différentes formes, des hommes politiques. Et c'est ça, en fait. Ça, on n'arrive pas à le voir parce que nous, on est endormis par des économistes qui nous parlent que de chiffres constamment. On n'arrive pas à voir les trucs un peu sournois. On n'arrive pas à voir que nos dettes, publiques et privées, c'est leur richesse. Et là, il n'y a pas de chiffres quasiment. On s'en fout que notre dette ait explosé. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir la mère isolée qui galère, qui sait qu'elle a une dette à la fin du mois et qu'elle va pas emprunter à moins 1%. Elle va faire du revolving à 12-13%. Elle va faire, pour acheter les affaires d'école de sa fille, elle va faire du 5-6% chez CTLM. Et ça, on le voit pas. Tu vois, ok, nous, on s'endette. Je sais pas, tu m'as dit que tu allais interroger des commerçants. La seule solution qu'on leur trouve à eux, c'est de s'endetter toujours plus. Tu sais, en allemand, dette se dit Schulden, c'est la culpabilité. Donc, quand tu t'endettes quelqu'un, tu lui mets d'une certaine façon la pression. Et d'une certaine manière, tu le contrôles, tu le domines, tu l'aliènes par sa dette. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est que la seule chose qu'a trouvé le système, c'est qu'on était en 2008, on s'est noyé sous des montagnes de dettes. Et la seule chose qu'on a trouvé, c'est de créer encore plus de dettes. Et quand ils créent des dettes pour nous, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est par la création monétaire de la BCE, ils nous aident à nous endetter toujours plus. Mais ça augmente le patrimoine des riches, qui deviennent de plus en plus riches et qui contrôlent de plus en plus de médias et de plus en plus le pouvoir politique. Et ça, c'est pas des chiffres, c'est de l'humain. Pourquoi ils sont puissants, les banquiers? Parce que, en fait, un boulanger, il fait sa baguette en une journée. Donc son produit, il est créé tous les jours. Un agriculteur, c'est tous les ans, tu vois, la moisson. Le banquier, voilà, il a créé son produit par une touche. Le gars qui fait la moisson, il est dans le réel. Tu vois, il doit faire moissonner, les mettre en, je sais pas comment il fait, en sac, il doit les emmener, etc. L'autre, pour déplacer l'argent, il appuie sur une touche. Voilà. Donc lui, il a fait une distorsion, le banquier, de l'espace et du temps. Le gars peut créer son produit à la seconde et le déplacer à la seconde. Tu peux pas te battre contre un gars comme ça. Si t'as pas le contrôle sur lui, c'est lui qui a le contrôle sur toi. C'est pour ça qu'ils ont le contrôle sur nous. C'est fascinant, hein. Moi ça me fascine en fait. Je vais te dire un truc. Hein. Des fois je suis pris entre mon humanisme pour les gens ordinaires et ma fascination pour ces escrocs, je te jure. C'est puissant en fait. Mais je sais pas si, c'est ça qui est incroyable, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un derrière. Je pense que c'est une machine humaine. C'est la somme de milliards et de milliards d'interactions et de pensées qui ont eu lieu depuis le Moyen-Âge, tu vois. Même avant, depuis l'Antiquité. Je pense qu'on a créé un monstre, en fait, qui est le fruit de l'humanité, en fait. Le fruit des tendances opportunistes de l'homme. La cupidité, ouais. La cupidité, ouais. Tu peux pas te battre contre un caractère humain aussi fort sans que les gens changent ce qu'ils rendent eux-mêmes. C'est impossible. Tu peux mettre les règles que tu veux, ils les détourneront. Si on n'arrive pas à inculquer au sein de l'éducation nationale, au sein de l'État, au sein de ce que tu veux, des familles, la fraternité, tu vois, égalité, liberté, égalité, fraternité, si on n'arrive pas à inculquer aux gens la fraternité de vouloir pour ton frère ce que tu veux pour toi-même, on n'y arrivera pas. Tu vois, moi je raconte souvent, je vais me répéter, je vais radoter, mais quand je suis interrogé dans des rendez-vous comme ça, je raconte toujours les 3 histoires qui m'ont choqué. Vraiment choqué, c'était des tournants dans ma vie, tu vois. Un jour, j'étais dans la salle et il y avait une manifestation en Grèce et les gars m'avaient marre des banques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté une cocktail Molotov dans une banque et une nana qui est sortie en feu. C'était une filiale de l'ASG, je crois, à l'époque. Et on avait nos écrans Bloomberg avec les news en continu. Et cette femme torche humaine qui sort de là. Et moi, je me suis arrêté, je voyais ça sur toutes les télés. Et après, tu regardes les autres. Ils continuaient. J'étais le seul choqué, je pense, à ce moment-là. Et tu vois, je me dis, mince, on est déshumanisé, là, c'est fini. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont vu ça comme une opportunité. Est-ce que le marché va baisser ou pas à cause de ça? Parce que c'était vraiment... Et l'autre truc, alors c'était bien avant ça, c'était en 2001. Il y a eu le premier avion qui a tapé le World Trade Center.
On a beaucoup de gens étaient raisonnables, ont arrêté de traiter, donc ils ont posé ce qu'on appelle les étralis, les téléphones. Ils ont baissé les micros, ils ont arrêté de traiter, mais il y en a, non, c'était comme des fous. Et je me rappelle, moi je me suis posé devant un écran de CNN, et on voit le deuxième avion arriver en direct, et le gars a sauté de joie, a crié, il est retourné dans son desk. Tu vois, on peut parler pendant des heures de théorie monétaire et de... Ça n'a rien. Il y avait un troisième exemple. Troisième exemple, c'est... une fois, j'allais rentrer, c'était en 2008, et j'allais partir, et je vois un petit jeune, il était comme ça. Tu sais, je dis, il dort ou quoi? Je le regardais de mon desk, et je suis allé le voir, je dis, tiens, ça va? Non. Ça fait 3 ans, j'arrête pas de dire à ma mère, je fais le plus beau boulot du monde. Je croyais qu'on était les rois du monde. Mais en fait, on fait de la merde, mec. Ouais, il dit, non, mais attends, je le voyais, il était vraiment... Mec, on comprend rien. En plus, lui, il avait le book qui saignait le plus de la banque. Et c'était un junior, mais c'était un book géré un peu par des gens un peu seniors dans la banque. Et il comprenait rien. Et les seniors aussi, ils comprenaient rien. Parce que c'était vraiment parti en vrille. Ils faisaient des produits très compliqués, ce qu'on appelle des VAR swap. Le truc le plus toxique qui existe au monde. Et en fait, ça m'a choqué. Pourquoi? Je me dis, mais en quoi lui, il est responsable là? Il est arrivé il y a 3 ans et on lui expliquait que c'est le plus beau métier du monde. L'école lui expliquait que c'est le plus beau métier du monde. Ses parents, la société, surtout avant, tu vois. C'était après 2008. Il y est pourquoi dans toute cette histoire, tu vois. Et ça m'avait vraiment touché, parce que je me suis dit, c'est pas une histoire que de personnes. Tu vois, il n'y a pas que des cupides dans une banque, tu vois. C'est le système, il est cupide. Il y a beaucoup de cupides. Mais après, il y a un peu des gens... Un jour, j'ai pris un junior, il était super fort, mais je le voyais, il était gentil. Je voulais pas le mettre dans une galère. Je lui ai dit, je risque de te prendre, mais fais gaffe. C'est une prison dorée. Une fois que tu vas être dedans, tu n'arriveras plus à en sortir et tu seras dégoûté. C'est beau de l'extérieur. Je lui ai donné un peu mon expérience. Il est trop bizarre, lui. Une semaine après, il a accepté, il est arrivé. Il a démissionné en 2010 et il m'a dit, mais je te prenais pour un fou quand tu m'as dit que c'est une prison dorée. Je te comprends maintenant. Et il dit, putain, je remettrai plus les pieds. Et ouais, il y en a qui ont une conscience. Ce gars-là en avait une énorme. C'est pour ça qu'il n'a pas tenu. Il a tenu 2 ans, il est parti. Et vous, à Nice, vous faites quoi maintenant? Moi, alors je me dis, je prends beaucoup de temps pour essayer, moi, de comprendre et de partager ma compréhension de ce monde avec les gens de façon... Je cherche pas à convaincre ni les économistes, ni les gens très intelligents. Je veux convaincre les gens normaux. Tu vois, que 99% des gens qui comprennent rien à la finance, qui est compliqué. Et j'essaye de leur expliquer avec des mots simples. Donc j'ai fait à peu près 110 articles sur mon blog. J'ai fait à peu près je sais pas, des centaines et centaines de threads sur Twitter, plus ou moins courts ou longs. Et en même temps, je veux vivre un maximum dans la vie réelle. J'ai une petite start-up, une petite société que je suis en train de monter. Ça fait 2-3 ans, j'ai une idée en tête. Et c'est pour aider les micro-sociétés à gérer leur business d'une façon très professionnelle. Donc je me dis, je vais prendre tout ce que je sais des banques, tout ce qui est vraiment ce que j'ai appris là-bas, et essayer de le redonner aux gens normaux. Un peu redonner à la société ce que je lui dois. Et pareil, pour moi, je dois rendre à la société, j'ai trop pris, et il faut que je rende à la société ce qu'elle m'a donné, l'éducation, etc. C'est pour ça que je défends beaucoup les hôpitaux, parce que il y en a beaucoup qui pleurent parce qu'ils payent beaucoup d'impôts, mais moi, quand mon papa était à l'hôpital ici, vers la fin de sa vie, je me suis dit, il mérite tous ces gens, comment ils étaient dévoués, comment ils étaient là, ils méritent tout l'impôt du monde. À quoi on sert, nous, dans une salle de marché? Tu vois, eux, là, tu vois, tout à l'heure, on se prenait la tête, je sais pas à quoi je sers. Eux, je sais à quoi ils servent. Ils servent à sauver des vies, tu vois. Ou à faire en sorte que leur fin de vie soit plus cool. Et voilà, ben, je me dis, je dois énormément à la société, tu vois. Même ce qu'elle m'a donné, tu vois, l'éducation, le savoir, etc. Faut rendre. Et là, je suis dans cette phase-là de rendre. Ça fait 4 ans, peut-être plus, on verra. Merci beaucoup, Anis. Merci à toi. Je sais pertinemment que ceux qui sont à la tête de la Banque de France ou à la tête de la BCE, c'est des gens qui sont tenus par le lobby bancaire, qui ne travaillent pas pour nous. La dette est remboursable ou c'est une fiction, ça? Tu vois, Bernard Arnault, par exemple, son action est passée de 100 € à 500. Si on prend un cube avec une arête de 21 mètres, on met tout l'or du monde et il tient dans ce cube-là. Ah ouais.
C'est quasiment une surface de réparation de football, tu vois. Avec le Bitcoin, ce qu'on est en train de faire là, alors là, on va s'écarter du sujet, hein, mais ils me suivent beaucoup sur Twitter, là, ils vont me défoncer. C'est un cycle, hein, l'économie. Le dernier cycle qu'il y a eu, gros cycle, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Une fois que tu as tout détruit, qu'il y a eu 50 millions de morts, allez, on peut recommencer à zéro. Lui, il a tout compris. 2500 ans avant nous, il avait tout compris. Lui. C'est là que j'ai respiré. En fait, tout ça, c'est un vol du temps. Pourquoi des gens se l'accapareraient ou le vendraient? Et si on remonte encore dans la hiérarchie, est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'en conscience, en faisant telle ou telle action, ça va faire 100 000 chômeurs?